Eh bien, bonjour à toutes et à tous, et merci à toi d'être venus si nombreux pour assister à ce talk sur un retour d'expérience de travaux de R&D qu'on a pu mener conjointement entre Zenica et Arkea entre la fin d'année dernière et le début de cette année, les 3 premiers mois de l'année, sur la thématique du Green IT. Et pour mener ces travaux-là, pour orienter ces travaux-là, on est parti d'un certain nombre de constats. Alors, pour ceux qui s'intéressent au sujet du Green IT, je ne sais pas si vous allez apprendre grand-chose, mais c'est deux constats qui sont toujours bons à partager. Le premier de ces constats, c'est que le numérique n'est pas immatériel. Alors, contrairement à ce que pourrait nous laisser penser cette idée de dématérialisation qu'il y a derrière le numérique, c'est une source importante d'impact et notamment d'impact environnementaux. Et si on regarde donc des chiffres qui viennent d'une étude de greenIT.fr qui date de 2019 sur les impacts du numérique, on voit que on a des impacts qui en part des impacts mondiaux ne sont pas négligeables, hein, en termes de consommation d'énergie primaire, 4,2%, émissions des gaz à effet de serre, 3,8% des émissions normales, donc on est au-delà de l'aviation civile. Consommation d'électricité 5,5%, et puis consommation d'eau 0,2%. Alors, ce qui en soi, étant donné la part du numérique dans nos vies, pourrait peut-être ne pas paraître plus préoccupant que ça, mais en fait, ce qui est vraiment préoccupant, c'est ce qu'on voit au slide suivant, c'est le fait que non seulement ce sont des parts importantes, mais en plus, ce sont des parts qui sont en croissance continue et en croissance de manière très importante, puisque on estime qu'entre 2010 et 2025, ces différents impacts-là, les parts des différents impacts auront été multipliées entre 2 et 3 selon l'indicateur qu'on regarde. Là, c'est toujours tiré de cette étude du Green IT. Et puis, si on essaie de zoomer un petit peu où se situent ces différents impacts par catégorie, et on se rend compte de quelque chose qui peut paraître un petit peu contre-intuitif. C'est que en fait, la plupart de ces impacts, ils sont plutôt côté utilisateur que du côté du réseau et des centres informatiques. Donc, on voit souvent passer des infos, des news qui parlent de la consommation des data centers, qui parlent du poids de la vidéo en ligne, ce genre de choses. Alors, certes, c'est des impacts qui ne sont pas négligeables, mais quand on regarde aujourd'hui, on regarde plus précisément où sont situés les impacts, ils sont plutôt du côté des terminaux utilisateurs et notamment du côté de la consommation de ressources pour fabriquer ces terminaux utilisateurs. Et ça s'explique assez simplement quand on regarde la map monde du slide suivant. C'est qu'en fait, c'est une histoire de proportion. Parce que pour faire tourner Internet, nos clouds, nos différents data centers, aujourd'hui, on estime que dans le monde, il y a environ 67 millions de serveurs qui sont servis par 1,5 milliard d'équipements réseau. Donc là-dedans, on va compter les équipements dans les data centers, mais aussi tous les équipements intermédiaires qui permettent de véhiculer Internet, et puis tous les équipements qui permettent d'amener Internet jusque chez nous. Et puis ces chiffres-là, 1,5 milliard, 67 millions, ils sont à comparer aux 34 milliards de terminaux clients. Et encore, dans ces terminaux clients, on ne compte pas l'IoT industriel. Donc là, on compte essentiellement les ordinateurs, les téléphones, et puis tout ce qu'on va appeler les objets connectés grand public. Donc ce qui nous fait une répartition entre 34 milliards d'un côté et 67 millions de l'autre. On voit bien qu'on a des proportions qui ne sont pas du tout les mêmes, d'où l'impact très important des terminaux dans le slide qu'on a vu précédemment. Et puis, si on zoome encore un petit peu, on se rend compte que les principaux impacts qu'on va trouver dans le numérique, si on regarde encore une fois côté terminaux utilisateurs, côté réseau et côté centre informatique, ils vont l'être au moment de la fabrication. Pourquoi Parce que pour
Là, on regarde deux indicateurs en particulier, hein, celui du bilan de gaz à effet de serre et puis celui du bilan des ressources utilisées, donc les différents métaux, minéraux utilisés pour fabriquer les équipements. Et bien en fait, on se rend compte qu'il y a énormément d'impacts qui ont lieu au moment de la fabrication. Et que par conséquent, ce qu'on a coutume de dire, c'est que notre smartphone, quand on va le déballer, quand on va le sortir du paquet tout neuf, il aura déjà consommé entre 60 et 80% de toute l'énergie qu'il consommera pendant tout son cycle de vie. D'où l'importance de se focaliser sur le fait d'éviter d'amener à trop renouveler des équipements. Du coup, si on part de ce principe-là, comment on peut faire pour avoir un service numérique qui ait un impact le plus léger possible? Comment on peut faire pour améliorer l'impact de notre service numérique? Alors, il y a plusieurs étapes auxquelles pendant lesquelles on va pouvoir améliorer ce service. D'abord, les étapes de conception fonctionnelle et technique. Et ça va représenter, alors c'est des chiffres qui sont un peu donnés au doigt mouillé, ce sont les chiffres qui sont souvent avancés par Frédéric Bordage, qui est derrière le collectif greenIT.fr. Environ 60% des améliorations potentielles dans un service numérique vont être au moment de la conception. Environ 15% du côté de l'implémentation technique, et puis environ 25% du côté de l'hébergement. Et du coup, si on zoome encore un petit peu, quels sont les leviers qu'on va pouvoir utiliser? Côté conception fonctionnelle, c'est essentiellement s'assurer qu'on n'est pas en train de produire du logiciel qui va amener in fine les utilisateurs à devoir renouveler leurs équipements. Donc la première chose, c'est vérifier qu'on n'est pas en train de créer ce qu'on appelle de l'obésiciel, c'est-à-dire des logiciels qui aient beaucoup trop de fonctionnalités par rapport au service rendu. Il y a des études qu'on trouve assez simplement sur Internet qui démontrent que en moyenne, on a près de 50% des fonctionnalités d'un logiciel qui sont pas ou très peu utilisées par les utilisateurs. Donc ça va aller avec tous les principes de conception sobre et notamment les principes qu'on va trouver dans le monde du Lean IT et plus précisément du Lean Startup, de bien confronter ses idées à un usage réel, bien prendre du feedback utilisateur avant d'aller implémenter complètement des fonctionnalités. Et puis, ça veut dire aussi que dans la conception fonctionnelle, comme dans la conception technique, on va chercher à produire des logiciels qui ne vont pas inciter les utilisateurs à renouveler leur matériel. Et donc, au-delà de l'économie de fonctionnalité, on va aussi chercher à avoir des logiciels qui sont performants et qui évitent de donner le sentiment d'obsolescence aux utilisateurs des terminaux. Du côté de l'implémentation technique, là, on va retrouver des choses qui sont normalement bien connues du côté de Zenica. On va retrouver les approches de conception agile et puis les philosophies derrière le software craftsmanship. Donc, non seulement faire la bonne chose, mais bien faire les choses. Et puis, si on focalise un petit peu plus sur ce qu'on va faire sur des applications web, on va chercher à diminuer le trafic qu'elles vont générer entre le client et le serveur, à faire en sorte que, par exemple, tout ce qui va être rendu dans le navigateur, ce soit du contenu web valide pour éviter de faire boucler le navigateur ou de générer des surconsommations d'énergie ou des surconsommations d'échange de données. Et puis, essayer d'optimiser son code, voilà, des choses qui sont maintenant rentrées dans les mœurs comme la minification sont des choses qui nous permettent d'améliorer techniquement les logiciels qu'on produit dans le monde web. Et puis côté hébergement, on va trouver là aussi des choses qui sont bien connues, notamment dans le monde du cloud. Si tu peux juste faire avancer un tout petit coup, Kevin, merci. Donc le fait d'essayer d'avoir des serveurs qui sont si possible colocalisés, éviter de consommer de la bande passante entre les différents serveurs, donc mettre nos frontaux et nos serveurs de base de données sauf contrainte très forte de disponibilité, on va essayer de les mettre dans les mêmes data centers. Essayer de profiter des mécanismes offerts par les architectures techniques modernes comme la scalabilité. Donc l'idée de dimensionner ces plateformes, non pas pour les pics de charge comme on pouvait le faire il y a encore 10 ou 15 ans, mais pour un mode de fonctionnement normal et profiter de la souplesse offerte par le cloud pour
pour avoir des mécanismes de scalabilité. Et puis le mécanisme de cache, alors qu'on a positionné là, mais qui peut se positionner aussi dans la partie implémentation technique. Donc l'idée de pouvoir, si possible, servir le plus possible des contenus depuis des caches plutôt que générer du compute, et voire même idéalement remonter les mécanismes de cache quand c'est possible du côté du client, pour qu'il évite aussi de générer du trafic réseau. Donc, ces différents principes d'amélioration, on a essayé de se les approprier dans cette démarche de co-R&D qu'on a menée avec Arkea. Et dans une première phase d'étude, on s'est concentré sur un certain nombre des éléments qui étaient présentés au slide précédent. Et donc, sur le slide suivant, on va voir que on s'est concentré sur les aspects optimisation de la partie conception, notamment sur le côté sobriété fonctionnelle et puis sur le côté euh, viser un fonctionnement qui ne rend pas obsolète le matériel. Et puis sur le côté implémentation technique, on a cherché à s'outiller autour de cette idée de optimiser le trafic, le code échangé entre les clients et les serveurs, et optimiser le côté contenu web valide. Et pour ça, on a travaillé sur deux axes. On a travaillé sur un premier axe qui était pouvoir disposer de moyens dans le monde du mobile et plus précisément dans le monde du mobile Android pour pouvoir adapter le comportement d'une application en fonction et du terminal mobile et de la bande passante disponible. C'est ce que va vous présenter Kevin juste après. Et puis ensuite, on a travaillé sur de l'outillage à destination des développeurs pour leur permettre d'analyser le comportement d'un logiciel web en cours de développement. Et ça, ce sont les travaux sur lesquels a travaillé Michael, et ce qu'il vous présentera juste après. Et je vais donc laisser la main et la parole à Kevin, qui va vous présenter ce qu'il a fait sur la partie mobile. Ça marche. Merci, monsieur Sylvain. Du coup, je vais arrêter vite fait de partager ce slide-là. Je reviendrai après dessus. Hop, je vais partager un autre kit. Un onglet Arkea. Donc, ce sont des slides qui ont été présentés à Arkea. C'était quoi? C'était fin 2020, début 2021, où on revient vers eux après avoir fait une petite étude de faisabilité, comme disait Sylvain, concernant les fonctionnalités d'un mobile par rapport au SDK. Donc, ce qu'on fait, un premier point, c'est l'état des lieux des terminaux mobiles. En France, il y a plusieurs études qui donnent à peu près le turnover pour un mobile. Un smartphone, si on écarte les études qui sont trop à droite ou trop à gauche, on se rend compte quand même qu'on a une moyenne entre 15 et 18 mois de renouvellement pour un smartphone. Je vois pas ton partage, moi. Ah oui, attends, je vais le rajouter au stream. Ça y est, c'est bon. C'est bon. Ah, voilà. C'est mieux. Voilà, donc entre 15 et 18 mois pour durée de vie d'un smartphone enfant, donc c'est extrêmement peu. Hein, c'est même pas 1 an et 6 mois. Et on s'est posé la question de, comme disait Sylvain, de quelle manière on pourrait rallonger cette durée de vie un petit peu. Donc, on a cherché et on s'est dit, ce qui serait sympa déjà, c'est essayer de proposer des versions d'applications qui soient rétrocompatibles. J'ai pris un screenshot d'une application Arkea qui veut permettre de communiquer avec ses parents, ses grands-parents assez aisément. Et la première note que je vois, c'est un 1 sur 5 qui dit c'est dommage parce que l'application que vous proposez pour être compatible avec, pour garder contact avec tout le monde, mais en fait, elle n'est même pas compatible avec le smartphone de mes parents. Donc voilà, grosse panne là-dessus. Certes, proposer du rétrocompatible, c'est un coût de développement supplémentaire. On le sait, ça peut provoquer parfois de la perte de fonctionnalité si on ne se concentre pas uniquement sur les toutes dernières versions des SDK d'Android, on le sait. Mais c'est peut-être aussi se poser la question, est-ce que si je pars sur toute dernière version du SDK d'Android, il y a vraiment un gros intérêt? Il y a vraiment un gros intérêt de perdre une part de marché avec tous les anciens SDK? Peut-être avoir un regard critique là-dessus. En tout cas, c'est à défaut de conserver, mais au moins essayer d'augmenter le segment client et augmenter sa satisfaction que de garder une version qui soit rétrocompatible. Être éco-acteur, c'est aussi réfléchir à la sobriété fonctionnelle. Sylvain en a parlé. Je pense que tout le monde ici
en tête une fonctionnalité qui a du côté peau des fesses et qui ne servait strictement à personne, un Clippy. Donc l'avantage, c'est que, ok, il y a peut-être moins de fonctionnalités qu'on embarque, mais par contre, du coup, implicitement, ça réduit également le coût de développement. On peut également choisir d'adapter la fonctionnalité par rapport au SDK qui aurait été sélectionné. Faire peut-être un peu moins de fonctionnalités hype et du coup augmenter le segment des clients. Et puis un gros avantage aussi, c'est que moins de fonctionnalités dans une application, ça veut dire moins de cycles CPU, ça veut dire un gain sur la vie de la batterie. Le but toujours, c'était de garantir une durée de vie la plus large possible, la plus longue possible pour un smartphone. Donc comment on s'assure de mettre les bonnes fonctionnalités? Il n'y a pas 36 solutions, il faut mettre d'abord en place des KPI pour savoir de quelle manière précisément une application est utilisée aujourd'hui, quelles fonctionnalités d'une application sont utilisées. Et RKA, ce qu'il nous disait, c'est que aujourd'hui, ils sont secs, ils ne savent pas. Ils mettent en prod des applications, ils voient le nombre de fois que c'est téléchargé, éventuellement si c'est utilisé, mais ils ne savent pas dire à l'intérieur quelles fonctionnalités principalement d'une application sont utilisées. C'est dommage. Être éco-acteur, c'est aussi concevoir avec la sobriété du réseau. Donc là, vous avez une jolie carte de France où vous avez toutes les zones blanches qui ont été référencées en 2018. C'est concevoir le fait qu'une personne peut traverser ces fameuses zones blanches. Donc, c'est laisser à l'utilisateur la possibilité de faire un refresh manuel plutôt que de tomber en panne. C'est assurer une fonctionnalité offline, notamment sur le parcours des utilisateurs, plutôt que de forcer une page blanche avec tu recommences depuis le début. Alors, on sait ça va avoir des impacts sur l'UI et l'UX, on sait ça peut potentiellement avoir des coûts supplémentaires en termes de développement. Il faut réfléchir avec revoir l'architecture ou concevoir l'architecture globale de l'application dès le début de sa conception. Et puis, c'est un travail énormément d'optimisation et de mise en cache des médias que l'on télécharge. Il y a encore aujourd'hui énormément d'applications qui affichent des miniatures, des avatars. Vous fermez l'application, vous la redémarrez, elle va retélécharger l'intégralité de son cache, ce qui est complètement stupide. Donc là, le but du jeu, c'est d'ouvrir un nouveau segment client, ceux qui sont en zone blanche ou en tout cas en zone à très faible débit. Et dans la même veine, on pourrait dire, si jamais tu as le choix entre de la 3G, de la 4G et du Wi-Fi, c'est peut-être essayer de pousser les gens vers le Wi-Fi. Le Wi-Fi coûte moins cher en énergie. Le Wi-Fi est peut-être plus stable dans certains endroits en tout cas, que de la 3G, de la 4G. Donc c'est pourquoi pas proposer du fonctionnel qui serait peut-être coûteux en débit, uniquement si la personne elle est en Wi-Fi. Et expliquer ça, et laisser le choix éventuel à l'utilisateur, dire bon écoute, là tu es en 4G, passe en Wi-Fi, ça coûtera moins cher pour tout le monde. Comment essayer de les convaincre? Il y a tous les mécanismes de gamification, d'éducation, de donner des petites médailles à l'utilisateur si jamais, par exemple, il a passé plus de 75% de son temps sur le Wi-Fi versus de la 3G ou de la 4G. Donc là, c'est une piste plutôt d'éducation de l'utilisateur sur le coût du filaire par rapport aux ondes. Là, vous avez les chiffres de la 3G et la 4G, la 5G, c'est encore pire. Alors bon, on parle d'être éco-acteur, à un moment donné, il faut aussi retomber sur Terre et rappeler la réalité du terrain. La réalité du terrain, c'est que les SDK Android sont hyper fragmentés. Les smartphones se renouvellent énormément, mais il y a aussi des très vieux smartphones qui restent, et qui gardent une certaine proportion de l'usage donc des vieux SDK. Et typiquement, si on regarde les graphes qui sont de décembre dernier, on se rend compte qu'il y a 40% des smartphones qui tournent sur des versions d'Android qui sont antérieures à 2017. Et ça pose beaucoup de soucis. Parce que être éco-acteur ne veut pas aller contre le fait d'être sécu-acteur. Et typiquement, Android a annoncé assez récemment que les dernières versions supportées étaient justement la version 26, les numéros d'API 26, 27, 28, 29 et 30. Sauf que ça met sur le carreau 40% des utilisateurs qui ne bénéficient plus de mise à jour de sécurité. C'est juste 1 milliard d'appareils Android. C'est 3 fois rien. Alors ça, c'est un sujet qui est en train d'être traité dans les prochaines versions d'Android, initié dans Android 10, la version de l'API 29, et plus tard le projet Treble et Oreo qui devrait améliorer cette portabilité des mises à jour. Donc dans la pratique, nous ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé un petit POC, on a essayé de jouer entre le SDK 16 et 30 pour être le plus large possible. On s'est dit on va faire un mode challenge, un POC, juste aucune volonté de bonne pratique, de toute façon j'y connais rien, c'est la première fois que je développais en Kotlin. Et puis voilà ce qu'on va faire, on va dire est-ce que
pose des questions. Est-ce que entre deux SDK, un SDK 16 et un SDK 30, est-ce que je suis capable d'adapter l'IHM, le style? Est-ce que je suis capable d'avoir des pages d'accueil de mon application différentes? Est-ce que je suis capable de proposer du fonctionnel différent? Et bien, c'est parti. Avec un SDK 16, je suis capable de proposer à l'utilisateur, de dire, bah, tu arrives sur une fonctionnalité que je n'ai pas implémentée dans ma version, mais t'inquiète pas, je peux t'amener sur mon site internet pour y bénéficier du reste. Je peux également laisser la possibilité à l'utilisateur de rester, de profiter peut-être de mes fonctionnalités un peu moins sexy. Par exemple, ici, j'aurais pu proposer des images, mais pour essayer d'économiser un petit peu de bande passante, je propose que du texte dans ma fonctionnalité de mon SDK 16. J'aurais pu proposer un peu plus de fonctionnalités sur un SDK 30. Donc, on est tout à fait capable, avec une application de gérer plusieurs SDK. On est également capable de gérer la détection de la connexion. Par exemple, si jamais je suis en 3G ou en 4G, je laisse que du texte afin d'éviter de consommer trop de bande passante. À l'inverse, si jamais je suis en Wi-Fi, je peux, sur une même application, détecter ça et du coup laisser la possibilité d'afficher tous les médias dans un flux RSS, par exemple. De manière générale, ce que je vous donne là, il n'y a rien de transcendant. C'est de l'application de bon sens. Sauf que, comme toujours, avec le bon sens, c'est beaucoup plus simple quand on le repose sur papier. Donc, quelques rappels de bon sens. Bah déjà, on va éviter de faire des refreshs automatiques, les scrolls infinis, par exemple, les pages comme les sites internet de 20 minutes qui s'amusent à faire du refresh pour optimiser le SEO de et simuler des clics des utilisateurs. Donc ça, on va éviter. On va plutôt avoir un bouton afficher plus, donc on va nécessiter une interaction utilisateur de façon à afficher plus de contenu. On pourrait également imaginer utiliser des bons vieux systèmes qui ont été prouvés, comme les pages suivantes et précédentes. Ça marche très très bien. Et puis, on va utiliser d'autres trucs astuces comme la mise en cache des images qui auraient été chargées et pas provoquer à chaque fois le retéléchargement des images. Puis télécharger des images, pourquoi pas avec un proxy, pour avoir le bon dimensionnement, pour éviter de télécharger des images avec plusieurs mégas, quand il s'agit, dans un vieux téléphone, d'avoir le rendu sous forme d'un petit avatar de 16 pixels par 16 pixels. Voilà des choses qui ont été présentées à Arkea. Leurs retours ont été plutôt positifs. Et donc, on s'est dit, l'étape d'après, c'est ce que Mickaël va vous présenter. J'arrête le partage de mon côté. Je repartage les slides précédents pour Mickaël. Je vais les présenter. Ouais, je vais. Ah, génial. Ok. Je te laisse la main. Ce sera plus simple. Merci, Kevin. Est-ce que c'est bon du coup pour les slides? Ouais, c'est bon, ça marche. Super. Et du coup, alors pour continuer, on a regardé ce qui était possible de faire côté optimisation web, donc des sites internet. On a découpé ça en 3 étapes. On a regardé déjà comment s'outiller pour mesurer. Donc on a fait le tour un peu de tous les logiciels, tous les outils qui pouvaient exister. Ensuite, une fois qu'on avait choisi nos outils, on a regardé, on a réalisé du coup toutes les analyses qu'on pouvait, voir ce qui était possible de faire, voir ce qu'on pouvait collecter comme information. Et suite à ça, on est parti sur une 3e étape qui est du coup d'exposer à différents profils, différents publics, des dashboards du coup. Alors oui, c'est à destination des développeurs, mais pas que. Du coup, voilà pour comment on s'y est pris. Donc pour l'outillage, on s'est appuyé sur, pour la partie industrialisation, sur GitLab, Grafana et Docker, qui sont des outils très très présents au sein de beaucoup de SI, avec des compétences maîtrisées. Et donc pour la partie vraiment éco-conception, Green IT, mesure, on s'appuie sur 3 outils qui sont Power API, EcoIndex et SiteSpeed. Donc Power API, le premier, donc c'est vraiment un outil de mesure de consommation énergétique, à proprement parler. Il va pouvoir mesurer vraiment tout ce qu'on souhaite comme processus, donc d'un accès simple à une page web, à un parcours utilisateur complet, ou vraiment tout autre processus applicatif. Et donc Power API, il exploite des données qui sont exposées par RAPL, donc Running Average Power Limit. C'est une sorte de standard qui a été développé par Intel, standard software et hardware. En fait, ils l'ont intégré depuis 2013, je crois, dans leur architecture de CPU.
Et en fait, RAPL, en fait, c'est un ensemble de compteurs de performance qui sont insérés un peu partout dans le hardware et qui va nous permettre, du coup, en partant de ça, d'extrapoler de la mesure de consommation énergétique sur chacune des parties en fait, du hardware. Donc, ça va être sur chaque corps du CPU, la mémoire vive, ainsi que le GPU. Il y a d'autres outils qui existent, comme par exemple Intel Power Gadget, qui est clé en main et qui peut être utilisé par le grand public. Et il y en a d'autres comme Code Carbon, Scaffold ou encore Carbon Analyzer. Ensuite, on est sur l'outil, excusez-moi, sur l'outil SiteSpeed. Donc, c'est un ensemble d'outils open source pour sa part, donc qui va permettre de mesurer la performance d'une page web ou d'un site web. En fait, ce qui se fait, c'est qu'il s'appuie sur tout ce qui va être outputé dans les consoles des browsers, des navigateurs, qui sont vraiment très bavards. Et en fait, à partir de là, il va aller du coup mesurer toutes les métriques qui sont en sortie de console. Et à partir de ça, il va pouvoir établir des scores de performance globales, historiser du coup les analyses qui sont réalisées afin de réaliser un classement, par exemple, des sites. Donc voilà. Et SiteSpeed expose également tout un ensemble de dashboards Grafana, sur lesquels on reviendra par la suite. Et en fait, le troisième outil que nous avons utilisé, qui est EcoIndex Ecometer. Donc c'est le collectif numérique responsable du coup, qui propose ces outils gratuits, qui est open source. Il y a notamment une extension pour navigateur qui s'appelle Greenity Analysis, qui rassemble en fait EcoIndex et Ecometer. En fait, ces outils en fait sont basés sur l'analyse de cycle de vie de pages web. Et en fait, à partir des analyses qui sont réalisées, on va pouvoir estimer en fait l'empreinte environnementale d'une page web. Donc, ces outils ont été pilotés et financés par l'ADEME. Et ce que nous avons fait, c'est que nous avons utilisé un fork qui a été réalisé côté CLI. On l'a forké et on a enrichi dessus plusieurs choses afin de pouvoir l'intégrer au sein d'une CI et d'avoir du coup des dashboards Grafana afin d'avoir des datas. Alors, côté architecture, je sais que le diagramme n'est pas forcément ce qui est plus clair au début, mais ce qu'il faut retenir, c'est que toujours, il y a 3 parties, comme j'ai pu l'expliquer précédemment. Donc, la partie EcoIndex, qui, elle, va utiliser InfluxDB. Donc, EcoIndex, en fait, on va le lancer dans un contexte de CI, qui va s'exécuter, charger un site web et réaliser différentes mesures. Et puis, ces mesures, en fait, vont être stockées dans InfluxDB. SiteSpeed.io, c'est le même principe. On le run dans un conteneur à part. Il va aller déverser du coup toutes ces métriques pour sa part, lui, dans une base de données type Graphite. Et du coup, Grafana, lui, derrière, va pouvoir aller scraper du coup les datas qui sont enregistrées dans ces 2 bases de données, quoi. Et ensuite vient du coup la mesure de consommation énergétique via Power API, qui est la plus complexe à mettre en œuvre, parce qu'en fait tout le reste qu'on peut voir sur le diagramme d'architecture, en fait, ça lui est dédié. Donc on va partir du CPU. Donc comme je disais, le CPU qui embarque différents compteurs de performance, par-dessus lequel, dans le kernel Linux, on va retrouver du coup une implémentation software de RAPL, qui va aller récupérer du coup les mesures qui sont remontées par ces différents compteurs. Ensuite, on a une couche cgroups dans Linux qui va nous permettre en fait d'isoler, on va dire, tous ces événements qui viennent de RAPL et les isoler en fait dans un type d'événement qui s'appelle les perf events. Perf events qu'on va du coup cibler sur un conteneur Docker qui va contenir un Selenium node, lui-même piloté par un Selenium hub. Et en fait, c'est lui qu'on va monitorer. On va monitorer vraiment la consommation énergétique très spécifiquement de ce conteneur Docker qui, lui, va charger un navigateur web. Et du coup, le Selenium Hub, lui, est piloté par Robo Framework. Donc, en fait, ça va juste être du parcours de site web par scénario, en fait, tout simplement. Donc, ensuite, Selenium Node, du coup, charge le site web, va générer de la data, forcément. Il est piloté par le Robo Framework du coup, qui génère du parcours utilisateur. Donc, on simule un parcours utilisateur réel. Derrière, il va y avoir du coup un premier outil de Power API qui s'appelle Hardware Performance Counter, Sensor, qui lui va aller scraper à son tour tous les événements qui viennent de Perf Events. Il va aller récupérer du coup ces données-là et les mettre dans une base MongoDB. Le problème, c'est que ces données-là, sur leur premier état, en fait, ne sont pas du tout human readable. C'est là où le deuxième outil, Formula, toujours de Power API, entre en jeu. Formula va aller scraper ce qu'il y a dans MongoDB, convertir ces données-là pour quelque chose qui soit plus human readable et va les déverser à son tour côté InfluxDB. Donc là, on va dire la boucle est bouclée. On a l'ensemble des outils avec les différents composants. Et ce qu'on a utilisé donc à droite, on a utilisé un GitLab Runner parce que chose importante à savoir, c'est que Power API, en fait, pour fonctionner, nécessite l'usage d'une machine dédiée physique. On ne peut pas encore l'utiliser dans un contexte de virtualisation. Donc le GitLab Runner, en fait, va nous permettre d'exécuter ces 3 conteneurs.
et on va pouvoir récupérer du coup les événements qui viennent des perf events. Et du coup, cet ensemble de compteurs Docker, il peut être piloté par une pipeline de GitLab, voilà, tout simplement. Donc là, on peut le voir comme ici. Ce genre de pipeline d'analyse peut se mettre dans un pipeline existant. C'est pas du tout un souci. On a essayé de faire en sorte que ce soit prévu pour. Et donc, quelles métriques? Encore un petit rappel, mais donc il y a la première, c'est la partie vraiment de performance et de consommation énergétique via Power API. La partie expérience utilisateur et accessibilité, donc via SiteSpeed. Et la dernière, qui sont les pratiques d'éco-conception, qui viennent du référentiel des 115 bonnes pratiques d'éco-conception, du coup, qui vont être analysées. Et du coup, voilà les différents dashboards que nous allons pouvoir avoir. Donc là, ça va être plus à destination, on va dire, il y a 3 profils bien distincts, on va dire, qu'on a pu définir avec ces dashboards-là. Donc le premier qui va être vraiment MOE, MOA, et pour les développeurs, pour avoir une vue assez abstraite. Donc on voit qu'on peut bien sûr historiser dans le temps les différentes analyses. Et là, on a différents types de scoring, les bonnes pratiques, les performances, privacy, etc. Puis un scoring global et quelques premières métriques techniques du type le poids des pages, JS, HTML, CSS, les images, etc. Le nombre de requests et le nombre d'éléments dans le DOM aussi, qui est une mesure très importante. Ensuite, on a des dashboards vraiment type développeur. On va vraiment descendre un peu plus en profondeur dans les détails. On va pouvoir voir, par exemple, les temps de rendu, de visualisation, ce genre de choses. Plus finement aussi, la taille des données qui transitent, le nombre de requests, etc. Il y a beaucoup plus de choses. Ensuite, on a une première ébauche de dashboard qui nous permet de mesurer la consommation énergétique. Donc, comme je le disais, on utilise Robot Framework qui fait un scénario de chargement de différents sites Internet. Donc, comme on peut le voir, on a le Tech Magazine, le site d'Amazon, de Nike et d'Arkea. Et en fait, la mire est tout simplement un petit front en Vue.js, en mode Hello World, juste histoire de calibrer un peu les mesures. Donc, du coup, notre Robot Framework vient charger ces différents sites, vient faire quelques navigations dessus. Et là, on affiche la consommation énergétique en watts dans le temps, du coup, du navigateur web quand il charge la page, quoi. Donc ça, c'était pour Power API. Et le dernier, qui est du coup va rappeler certaines choses de SiteSpeed, mais qui du coup est via l'EcoIndex, le Kinetic Analysis CLI. Lui, il va nous afficher des métriques un peu plus portées sur l'environnement, donc qui va être consommation d'eau, génération des gaz à effet de serre. On va également avoir un éco-index vraiment spécifique qui vient toujours du référentiel des bonnes pratiques, ainsi qu'un grade. Donc, voilà, donc ça permet d'avoir en visu un peu ces différentes métriques à ce niveau-là. Et ensuite, on peut imaginer, du coup, vu qu'on a toutes ces métriques maintenant, on a tous ces différents dashboards, on peut commencer à imaginer d'autres dashboards vraiment personnalisés, par exemple à destination du marketing, avec une vue très en surface, quoi, voilà, qui va résumer un peu l'ensemble des analyses, quoi. Donc ça, c'était juste un petit rappel effectivement sur le diagramme, comme quoi la partie Power API, elle, nécessite vraiment une machine dédiée physique pour être exécutée. Et du coup, je vais laisser la main à Sylvain. On va reprendre la main, Sylvain. Si tu veux, je continue d'afficher les slides, si tu veux, Sylvain. Ouais, on fait comme ça marche. Donc là, Kevin et Michael vous ont montré les différents travaux qu'on a pu réaliser et l'endroit où on s'est arrêté. Donc on était vraiment dans une démarche de POC, de ce qu'on appelle de l'open innovation, c'est-à-dire qu'on a creusé ensemble avec Arkea un sujet un petit peu en partant dans toutes les directions et en essayant de voir ce qu'on arrivait à produire. Maintenant, la phase à venir, c'est de réaliser l'industrialisation de ces travaux-là. Donc déjà, le fait de pouvoir disposer d'un repo de code, donc ça, on l'a fait entre-temps, remettre tout le code dans un repo. On est aussi en attente de réponses côté Arkea pour savoir si on va pouvoir publier tout ça en open source. Ça ne devrait pas trop poser de problème, mais Arkea étant ce qu'ils sont, il faut une validation d'un grand directeur pour avoir le droit de publier les travaux en open source. Il y a un peu de travaux à faire sur les aspects reproductibilité, notamment l'installation de la machine physique qu'on a utilisée pour Power API. Elle a été faite
disons, pas dans les règles de l'art de l'infra as code. Hein. On a un peu tâtonné dessus, donc on l'a plutôt fait à la main en allant éditer des fichiers de conf. L'idée, c'est de pouvoir scripter tout ça. Donc Mika a fait un peu de travail de documentation et de création de scripts pour pouvoir répliquer cette configuration-là et créer plus simplement un worker GitLab, un runner GitLab personnalisé qui est tout ce qu'il faut pour pouvoir fonctionner avec Power API. Et puis Mika aussi a pas mal bossé sur la fin de la presta à documenter les fichiers qui ont été créés, notamment tout l'environnement Docker qui est utilisé pour faire tourner tout ça. Notre architecture, elle est assez monolithique aujourd'hui, dans le sens où on utilise le même pilotage pour et la partie parcours dans le Selenium Hub qui nous génère les métriques Power API et toutes les parties EcoIndex et comment dire, et SiteSpeed. Et donc là, l'idée, quelque chose qu'on n'a pas vraiment forcément réalisé, c'était de pouvoir séparer ça en des modules différents pour pouvoir les déclencher à la demande, et pour pouvoir les déclencher différemment dans le pipeline, et aussi parce que typiquement le run de la partie Power API est potentiellement assez consommateur, hein, donc il faut monopoliser une machine physique pour faire ce run là. On n'a pas essayé de lancer deux pipelines en même temps pour voir ce qui se passait, donc on imagine qu'il faut plutôt être un peu préemptif sur ce qui se passe sur la machine, et donc on se dit que c'est pas forcément quelque chose qu'on va pousser à chaque commit, quoi, parce que le risque c'est que on ait un remède qui soit plus mauvais que le mal au final, et qu'on consomme finalement énormément d'énergie et de temps CPU pour faire des analyses qui n'ont pas forcément du sens à être menées à chaque commit. Donc l'idée, c'est de pouvoir aussi séparer ça et pouvoir peut-être se dire que la partie plus lourde, notamment la partie Power API, on la ferait tourner que une fois par nuit ou voire une fois par semaine, que ça pourrait être suffisant. Non, j'avais pas tout à fait fini sur le slide précédent. Ouais. Le reste du boulot d'industrialisation qu'on avait, c'était faire en sorte de pouvoir déployer la partie Power API sur des machines physiques en essayant d'automatiser un petit peu ça. Donc il y a les scripts dont j'ai parlé, mais on se disait aussi pourquoi pas tester chez les cloud providers, et notamment du côté EC2, si dans leur dedicated instances, malgré le fait qu'il y ait quand même une partie virtualisation, voir si on arrivait à descendre jusqu'au processeur et à avoir le accès à l'API qui permet à RAPL de générer les métriques. Donc ça, c'est encore une fois des tests qu'on n'a pas fait, mais qu'on aimerait bien faire dans le futur. Et puis, du coup, toujours dans cette modularité, séparer les parties SiteSpeed et EcoIndex sur des VM dédiés ou dans des conteneurs dédiés pour qu'on puisse décorréler ces exécutions-là. Et puis après, ça peut presque paraître anecdotique parce que finalement le gros du boulot est fait, mais là on avait un scénar robot framework qui était un peu, dont on n'avait pas forcément prévu au départ de pouvoir le variabiliser, et notamment être capable d'avoir un scénario par projet et dans le repo de chaque projet. Mais bon, c'est pas grand chose à faire, hein. On sait que c'est faisable puisque Robot Framework, c'est un truc qui est utilisé pas mal dans les intégrations continues, mais là c'est quelque chose qu'on n'avait pas fait. On va juste rajouter un petit détail sur Power API. Du coup, c'est ça que tu disais que on n'est pas encore peut-être en mesure de pouvoir mesurer ce qui se passe côté cloud, mais Power API étant développé par l'INRIA Lille et Rennes, du coup, qui sont à Lille. OVH est en train d'expérimenter du coup la possibilité d'offrir à leurs utilisateurs de machines dédiées et virtualisées, enfin de machines mutualisées, pardon, et du coup d'exposer la consommation énergétique du coup de leurs services, quoi, qui seront embarqués chez OVH, quoi. Donc ça avance quand même aussi dans ce sens-là. Ouais, tout à fait. Et puis l'autre outil que tu as mentionné, la Scaphandre, va aussi dans cette idée-là, hein. Donc plus ça va et plus on va avoir des outils, et c'est quand même une bonne nouvelle. Dans les autres explorations qu'on avait envie de faire mais qu'on n'a pas poussé jusqu'au bout, la première c'était ajouter à cette analyse dynamique des analyses un petit peu plus statiques, et notamment de l'analyse statique de code type Sonar.
Il y a sur le Slack du collectif numérique responsable, ça discute de cette possibilité-là, de créer un jeu de règles de sonar qui puisse regarder les bonnes pratiques, parmi les 115 bonnes pratiques de développement web, celles qui pourraient être mesurées au travers d'une analyse statique de code. Notre petite déception, c'est qu'on pensait qu'il y avait des gens qui avaient déjà bossé dessus. Et en fait, non, on a tous eu la même idée, mais pour le moment, personne ne l'a vraiment implémenté. On s'est dit aussi que tant qu'à avoir un outil qui est capable de mesurer la performance électrique, enfin la consommation électrique en tout cas de choses qui sont dans un contrôle groupe et donc de conteneurs Docker, on pourrait ajouter à la mesure de la performance des browsers la mesure de la performance du back-end et pourquoi pas essayer de voir s'il y a des équilibres particuliers à trouver en fonction des cas d'utilisation entre la puissance qu'on va demander côté serveur et puis la puissance qu'on va demander côté client, du moins la consommation énergétique et donc par extrapolation la puissance. Et puis une autre idée, c'était aussi de reproduire ce mode de fonctionnement, donc d'aller chercher au plus bas possible les API de consommation énergétique et électrique, et de reproduire ça sur les environnements mobiles, notamment Android, iOS. Et là, on s'est arrêté pour le moment au constat du fait que dans Android, dans les API d'Android, et notamment c'est des infos qu'on trouve dans l'Android Studio, on arrive à avoir des infos de consommation électrique. Et donc l'idée, ce serait de voir comment on peut se plugger sur ces infos-là pour faire des mesures de ce type-là, soit réellement sur des devices physiques en mode debug, soit dans un mode dégradé dans des devices virtuels, notamment dans les émulateurs qu'on peut embarquer dans Android Studio, et pouvoir là aussi faire la même chose à la fois sur des analyses de comportement de site web sur du mobile et pourquoi pas sur des analyses de comportement d'application. Dans l'absolu, on pourrait également faire ça. Donc voilà, il y a encore plein de trucs rigolos à faire sur ce sujet-là. Et voilà, on vous a présenté tout ce qu'on a réussi à faire sur le sujet. S'il y a des questions, n'hésitez pas à nous rejoindre dans la zone QA. Et puis, n'hésitez pas non plus à aller sur Open Feedback pour nous donner votre feedback sur cette conférence. Merci à tous. Merci tout le monde.